J'ai toujours aimé les dinosaures. La première fois que je suis entré à Jurassic Park, j'avais 5 ans et le film était interdit aux moins de 13 ans. Alors, j'ai volé la cassette de mes parents. J'avais l'impression d'entrer dans l'enclos des raptors, de prendre un risque jamais pris, de découvrir l'incertitude. Bien sûr, j'étais dans le camp des dinosaures. J'ai éclaté de rire quand le T-Rex a croqué le banquier et failli pleurer quand j'ai compris que ce monde perdu n'était pas vraiment à ma portée. Mais l'autre jour, j'ai écouté les infos. La guerre en Ukraine. La guerre, les virus, le climat, la crise économique. La tension est montée. L'alerte a été levée il y a quelques minutes à peine. J'ai enfin réalisé, nous sommes à Jurassic Park. Les dinosaures se sont transformés en crise. Mais alors comment vivre dans ce monde incertain? Make sense? Make sense. Bienvenue dans Make Sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société. Un podcast de Schema Business School. Il fallait que j'en parle à un spécialiste, un économiste. Comme le professeur Malcolm dans le film, il a fait du chaos son terrain de jeu. Laurent Ferrara est chercheur et professeur d'économie internationale à Schema Business School. Alors, si la vie trouve toujours un chemin, espérons qu'il nous aide à trouver le nôtre. Bonjour Laurent Ferrara. Bonjour Kevin, grand merci de l'invitation. Bienvenue à Jurassic Park. Dans Jurassic Park, l'homme recrée les dinosaures et s'enferme avec eux dans un parc. Comme le dit le professeur Grant dans le film, le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Est-ce une définition de l'incertitude ? Oui, je crois que c'est une bonne définition de l'incertitude. L'incertitude, c'est une situation dans laquelle on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. D'accord ? On n'a pas d'idée sur ce qui peut se passer. Donc, mélanger des hommes et des dinosaures qui sont jamais connus, c'est une situation d'incertitude. Ça diffère par exemple si vous me demandez qu'est-ce qui peut se passer si votre maison se met à brûler. Bon, dans ce cas-là, on sait ce qui va se passer. Il y a des assureurs, par exemple, qui ont travaillé sur ce sujet pendant les années, qui ont calculé des probabilités. On saura mesurer le risque. Par contre, si vous me demandez dans 50 ans quels seront les résultats des progrès de la génétique et de l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué. Tout peut arriver. C'est ça la définition de l'incertitude. Donc, effectivement, j'aime bien cette idée de Jurassic Park, de mélanger des individus qui n'ont jamais été ensemble au même moment sur la planète. Et là, on est vraiment dans une situation d'incertitude. On ne sait pas ce qui peut se passer. Vous savez, moi, je suis économiste, mais je suis avant tout mathématicien. Et en termes mathématiques, on peut essayer de probabiliser ce phénomène. Donc, on connaît très bien la courbe de Gauss. Vous savez, cette cloche comme ça, où on a une moyenne et les événements se passent autour de la moyenne. Donc, quand ça se passe autour de la moyenne, on sait à peu près ce qui se passe. Quand on s'écarte un petit peu de la moyenne, on sait un petit peu moins ce qui se passe. Et quand on est très loin de la moyenne, c'est-à-dire des événements très rares, très positifs ou très négatifs, dans ce cas-là, on a une probabilité quasiment nulle de savoir ce qui se passe. Donc, l'incertitude, c'est le moment où cette courbe de Gauss, en fait, là, cette cloche, elle s'aplatit. Et en fait, on dit que la variance augmente. La variance devient infinie. Tout peut arriver. À ce moment-là, en langage mathématique, on dit que la courbe de Gauss devient une loi uniforme. Chaque événement futur a la même probabilité d'occurrence, que ce soit dans la moyenne, donc quelque chose qu'on connaît très bien, ou très loin de la moyenne, très négatif, ou très positif. On est dans une situation d'incertitude. Ça a été théorisé par un économiste américain qui s'appelle Frank Knight, qui avait développé dans les années 20 à l'université de Chicago ce concept d'incertitude radicale. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Dans le cas du Covid, on est en plein Jurassic Park. Le cas du Covid est un très bon exemple. Dans le cas du Covid, si vous vous rappelez, c'est la première fois où on avait un confinement. Donc les gens restaient à la maison, on a fermé quasiment l'économie, et donc là, ça a créé un choc d'incertitude. On ne savait pas non seulement ce qui allait arriver dans un mois, mais même à la fin de la semaine. Donc, le cas du Covid, c'est un très bon exemple. En fait, une pandémie mondiale, ce n'est pas arrivé, du moins dans le passé récent. D'ailleurs, les historiens, les économistes ont regardé un petit peu ce qui se passait au moment des pestes noires, des différents épisodes de peste, pour essayer d'avoir des éléments de comparaison, essayer de comprendre ce qui pourrait éventuellement se passer. Mais le Covid en est un très bon exemple. Et si on prend l'exemple du Brexit ? Alors le Brexit, c'est un autre bon exemple, un exemple uniquement économique, parce que il y a beaucoup de pays qui aimeraient
appartenir à l'Europe et appartenir à la zone euro. Donc ça, on sait gérer. On sait ce qui se passe quand des pays rentrent dans une zone économique ou monétaire. Mais quand un pays sort au moment du Brexit, on savait pas ce qui allait se passer. Et donc ça a créé un choc d'incertitude. C'était la première fois qu'un pays sortait d'une zone économique. Et donc, on a eu des conséquences assez fortes, notamment sur la monnaie, le livre sterling, qui s'est déprécié dans de grandes ampleurs. Et puis, en termes d'investissement, aujourd'hui, comme on ne sait pas trop ce que l'économie britannique va devenir, l'investissement a ralenti de manière assez marquée dans ce pays-là. Et justement, ça me fait penser que dans Jurassic Park, quel que soit le film de la saga, tout finit par mal se passer. C'est un peu la loi de Murphy, ou comme le dirait justement le professeur Malcolm dans le film, le fait que la vie, alias l'incertitude ici, trouve toujours un chemin. Pourquoi l'incertitude a-t-elle le plus souvent des effets négatifs ? Oui, c'est une bonne question, parce que en principe, en théorie, il pourrait y avoir des effets aussi bien positifs que négatifs, en théorie. En pratique, on s'aperçoit que dans la plupart des cas, les effets sont négatifs. Si je pense à l'économie, ce qu'on voit lorsqu'on a un choc d'incertitude, les entreprises s'arrêtent d'investir, principalement. Elles ont une stratégie, ce qu'on appelle du wait and see. Elles attendent de voir ce qui se passe. Si jamais l'incertitude se réduit, dans ce cas-là, elles se remettent à investir, mais pendant un certain temps, elles s'arrêtent. Okay, donc il y a un économiste américain de Stanford qui s'appelle Nick Bloom qui avait montré récemment dans un papier assez célèbre, qu'en fait la production, la croissance économique baissait lorsque on avait un choc d'incertitude pendant au moins 6 à 12 mois, et puis après elle reprenait. Donc les canaux par lesquels ça passe, c'est principalement l'investissement des entreprises. Si vous avez une entreprise, qu'un Covid arrive, évidemment, vous arrêtez d'investir, notamment dans l'investissement le plus irréversible. Par exemple, les infrastructures. Vous n'allez pas développer une usine dans un pays qui est en pleine guerre, par exemple. Voilà. Donc là, c'est un phénomène assez fort. De même, les ménages aussi. Les ménages, lorsqu'il y a un choc d'incertitude assez violent, les ménages s'arrêtent de consommer, notamment des achats assez importants, tels que les maisons, les voitures, choses comme ça, et par voie de conséquence, se mettent à épargner. Ils font une épargne dite de précaution pour préparer l'avenir. Donc, moins de consommation, plus d'épargne, l'économie aussi a tendance à reculer. Ça, ce sont les phénomènes que l'on voit de manière assez régulière. C'est des choses qui apparaissent assez clairement. On avait montré aussi avec des collègues que sur les marchés financiers, l'incertitude avait des conséquences. Et notamment, un phénomène assez marrant, c'est que l'interconnexion des marchés financiers avait tendance à croître lorsqu'il y avait une situation d'incertitude. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mouvements moutonniers s'amplifient. C'est-à-dire, vous savez pas quoi faire, mais vous regardez ce que fait votre collègue d'à côté, et puis vous faites pareil. Vous voyez, c'est plutôt, du moins en économie, des résultats négatifs qui l'emportent dans la balance entre le positif et le négatif. Ok, j'avoue que je suis un petit peu déçu. Si on vous avait écouté, on n'aurait pas ouvert Jurassic Park. Alors que moi, j'ai entendu des managers de projets parler du monde incertain dans lequel on vit comme d'une opportunité. Un peu de la façon dont John Hammond, dans le film, le créateur de Jurassic Park, parle du monde qu'il a créé. Pour le dire autrement, est-ce que la rencontre entre l'homme et les dinosaures aurait pu potentiellement bien se passer ? Absolument. En théorie, si je reprends mon exemple initial de la coupe de Gauss qui s'aplatit, des événements très négatifs peuvent arriver, mais des événements très positifs peuvent aussi s'arriver. Donc la rencontre de l'homme et des dinosaures aurait pu déboucher sur une relation fructueuse entre l'homme et l'animal, ou peut-être que l'homme serait devenu esclave des animaux, ou on aurait eu une collaboration un peu plus fructueuse que cela. Mais en théorie, il existe des cas extrêmement favorables lorsqu'on est dans une période d'incertitude. On pourrait se couvrir, par exemple, contre les pertes éventuelles et pouvoir profiter uniquement des gains extrêmement élevés
d'une situation. Donc l'incertitude peut être favorable et peut générer des résultats extrêmement positifs. Alors en pratique, on le voit pas très très souvent, mais cela peut arriver. Dans Jurassic Park, tout part en vrille à cause d'un individu, Dennis Nedry, un technicien cupide. Dans la vie, est-ce qu'on peut identifier aussi facilement les sources d'incertitude ? Les sources d'incertitude sont multiples. En fait, on peut avoir tout un tas de raisons pour lesquelles on se retrouve du jour au lendemain dans une situation d'incertitude. On peut penser par exemple à l'incertitude politique économique. Si un président est nommé dans un grand pays et puis qui met en place des politiques économiques auxquelles on ne s'attend pas, on ne le citera pas. On ne citera pas, mais on voit bien à qui je fais référence. Eh bien, dans ce cas-là, ces politiques, même si au départ n'ont pas l'intention de générer de l'incertitude, in fine, on se retrouve dans une situation d'incertitude. Si on met des barrières à l'entrée pour l'importation de produits chinois ou de produits européens, eh bien ça va avoir évidemment des conséquences sur le commerce international, des conséquences négatives. De même, en termes de lois, par exemple, si vous avez un pays qui change ses lois de manière fréquente, eh bien ça ne va pas inciter les investisseurs à venir. Les investisseurs ont besoin d'ancrer leurs anticipations. C'est le terme qu'on est consacré en économie, c'est-à-dire de pouvoir penser à l'avenir de manière stable. Les marchés financiers peuvent être aussi une source d'incertitude économique. Il y a beaucoup de volatilité sur les marchés financiers. Certains sont très peu régulés. Donc, eh bien, il peut se passer des choses qui génèrent des bulles. Quand on parle des bulles financières, par exemple, c'est ce qui se passe sur les marchés financiers de manière assez régulière. Donc, dans ce cas-là, c'est un facteur assez fort d'incertitude. Aujourd'hui, on a aussi d'autres facteurs qui sont de plus en plus importants, notamment le climat. C'est un facteur qui devient extrêmement fréquent puisqu'on assiste à une montée des événements climatiques extrêmes, à la fois en termes de fréquence et à la fois en termes d'amplitude. Il y a d'autres facteurs, évidemment, comme la géopolitique. Les conflits entre États sont générateurs d'incertitudes, même si, malheureusement, on sait ce qui se passe quand il y a une guerre. Et à titre personnel, est-ce que je suis une sorte de petit vélociraptor qui génère de l'incertitude ? Kevin, vous ? Et moi, j'ai toujours rêvé dans les trains. Si vous me posez les questions auxquelles je n'étais pas préparé, ça peut générer de l'incertitude. Et dans ce cas-là, il va falloir que je m'adapte. Mais vous pouvez tout à fait être un générateur d'incertitude. Si vous lâchez, demain je vous lâche en pleine nature et que vous avez décidé de créer l'incertitude, vous pouvez être un agent perturbateur qui vient créer de l'incertitude. Mais je dois dire, sans vous décevoir, Kevin, mais en fait, les gens qui génèrent l'incertitude sont les gens qui ont énormément d'influence au-delà de leur sphère. Donc, je veux pas minimiser votre rôle, mais un Trump, par exemple, a beaucoup plus de chances de générer l'incertitude que vous, Kevin. Bon, je suis un peu vexé. Si l'incertitude est inévitable, peut-on essayer de la contrôler ? Dans Jurassic Park, cela passe par des enclos électrifiés, par un contrôle des naissances. Tous les dinosaures sont des femelles. Comment fait-on pour maîtriser l'incertitude économique ? Un point extrêmement important, c'est en effet d'avoir en tête que l'incertitude est inévitable. Donc, elle fait partie de la vie, elle fait partie de nos décisions. On vit dans un environnement incertain. On n'est pas dans un monde déterministe. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de contrôler cette incertitude. On essaye de passer finalement de l'incertitude au risque, en essayant de réduire la variance des événements, réduire la volatilité des événements. Donc, il y a tout un tas de mesures qui peuvent exister en économie, notamment en termes de régulation, pour essayer d'imposer certaines contraintes aux agents, que ce soit certains types de marchés qui sont plus ou moins régulés, pour éviter justement les événements extrêmes qui ont des conséquences négatives la plupart du temps. Et c'est le point que l'on faisait précédemment. Mais notre élément que l'on doit garder en tête, c'est que dans la plupart des cas, les conséquences sont négatives. Donc, il vaut mieux essayer de contrôler cette incertitude, de la maîtriser le plus possible pour éviter ces conséquences. Et puis, on s'aperçoit aussi que progressivement, en fait,
les agents s'ajustent. Les agents apprennent du passé. Ah oui, ça me rappelle Jurassic Park 2, quand un personnage hurle dans la nuit à ses collègues « N'allez pas dans les hautes herbes !» parce qu'on sait maintenant que les raptors se cachent dans les hautes herbes. Oui, effectivement, on apprend du passé. Voilà, c'est des choses que l'on découvre petit à petit, c'est l'apprentissage. On arrive à réduire l'incertitude en se servant des leçons du passé pour anticiper l'avenir. Je crois que pour tenter de maîtriser l'incertitude économique, on a aussi créé des indices. Oui, alors en économie, ces effets d'incertitude sont bien connus. On sait qu'ils sont généralement négatifs. Donc les économistes et les historiens aussi ont essayé de développer des nouveaux outils pour essayer de suivre en temps réel l'évolution de l'incertitude et des différentes sources, que ce soit l'incertitude sur les marchés financiers. Par exemple, il y a un indice qui s'appelle le VIX, qui est connu comme l'indice de la peur, qui mesure un peu la volatilité sur les marchés financiers. Il y a des indices d'incertitude politique économique que Nick Bloom de Stanford a développé. Il est devenu extrêmement populaire, donc avec cet outil-là, où il regarde un petit peu dans la presse le nombre de fois où l'on mentionne le terme incertitude, d'économie politique, et il propose des index pour tout le pays. Il y a des gens à la Fed aux États-Unis, à la Réserve fédérale américaine, qui ont développé aussi un indice de risque géopolitique qui permet de suivre un petit peu en temps réel les tensions géopolitiques qui peuvent exister entre pays. À ce propos, à Schema, nous travaillons au Centre de recherche sur les risques globaux sur des indicateurs de suivi en temps réel de tensions géopolitiques entre pays. Donc, c'est un indicateur que l'on a développé qui s'appelle l'ISCRI, est un indicateur qui est disponible jour par jour pour mesurer des tensions qui pourraient exister entre pays proches ou relativement éloignés. Alors, évidemment, c'est en général ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis si on lit la presse, mais si on s'intéresse aux tensions qui pourraient exister entre deux pays extrêmement éloignés, je sais pas, comme l'Ouganda et le Venezuela, dans ce cas-là, l'ISCRI peut devenir un outil extrêmement utile et intéressant pour le suivi en temps réel. Est-ce que le monde est vraiment plus incertain qu'avant ? Pas forcément, je dirais. Pas forcément. Par exemple, en termes économiques, les incertitudes sont moindres qu'il y a quelques années, lorsqu'on était, par exemple, si je me cale sur la période d'après-guerre, donc on avait de l'incertitude, on savait pas trop où on allait, on a eu l'émergence des blocs, du bloc américain et du bloc soviétique, la guerre froide. Donc guerre froide, c'était quelque chose pour la première fois auquel on était confronté. Donc là, on avait l'incertitude extrêmement élevée. Aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, on essaye de se référer à cette période de guerre froide. Souvent, je vois le terme guerre froide 2.0 parce qu'on veut chercher des repères dans le passé pour essayer d'anticiper le futur. C'est un peu toujours la démarche qu'on a. Mais finalement, quand je regarde les indices, c'est pas aujourd'hui, on n'est pas dans un monde forcément plus incertain qu'avant, du moins en termes économiques. En termes de climat, oui, là je dirais, on réalise en fait que l'incertitude augmente. Les possibilités de scénarios futurs, c'est un éventail extrêmement large, donc tout est envisageable. Donc les sources, ce qui est important, c'est peut-être de distinguer les différentes sources d'incertitude qu'on peut avoir. Certaines sont en impact un peu moindre en termes d'incertitude. Par contre, d'autres, comme le climat, ont un impact beaucoup plus fort aujourd'hui en termes d'incertitude qu'il y a quelques années en arrière. Merci Laurent Ferrara. Merci Kevin de cette invitation, c'était un moment très agréable et très sympathique. Merci de nous avoir écoutés. J'espère maintenant que le monde vous semble moins incertain ou que vous avez une meilleure idée de la façon de le maîtriser. Une chose est certaine, Make Sense, le podcast de Schema Business School n'a pas fini de vous étonner. Et si vous écoutiez maintenant l'épisode qui, grâce aux parrains, vous aide à survivre à vos collègues.